Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Premier Steam, donc j'espère que ça va fonctionner correctement. Et puis je vous remercie de votre intérêt pour ceux qui sont à l'écoute ou qui verront ce Steam plus tard. Alors ceux qui me connaissent sur les réseaux savent que en général je fais les choses plutôt en trois temps. C'est-à-dire que il va y avoir une partie découverte générale, une partie qui porte plus sur l'évolution du front en elle-même, et puis enfin une dernière partie qui porte plutôt sur des faits qui se sont déroulés dans la journée d'hier et d'aujourd'hui, fait que je vous donnerai brut de cette manière-là. Euh, à vous d'interpréter les choses comme vous le souhaitez à ce niveau-là. Alors j'ai assez peu d'expérience sur Twitch, hein, je m'en excuse. Euh, Normalement je suis censé avoir un chat sur le côté, mais peut-être que peut-être qu'il n'apparaît pas là pour l'instant. Euh, bon, je vais essayer de le rajouter. Hop, voilà, en espérant que euh, ça apparaisse. Voilà. Bien. Euh, Allez, c'est parti. Alors, je voulais vous parler tout d'abord d'un bouquin que je suis en train de lire en ce moment pour l'ours. L'ours que je remercie d'ailleurs de sa confiance, hein, puisque ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pairs. Et ils m'ont demandé de lire Les Ambitions inavouées de Thomas Gomard. Alors, c'est plutôt sympa comme commande, puisque c'est un bouquin qui est vraiment agréable à lire et que je conseille, même si j'ai pas eu le temps de le terminer encore pour l'instant. Et c'est un des bouquins qui a été écrit après cette guerre, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal de pouvoir avoir les premières analyses de ce conflit avec un tout petit peu de recul, puisque, comme vous savez, ça fait bientôt un an que ce conflit existe. Alors, la particularité de ce livre, c'est qu'il a tendance à, à se décentrer. C'est-à-dire que on a toujours un petit peu l'habitude de se voir à partir du cas français, et lui, il a divisé finalement le monde en trois parties, terre, mer, ciel, avec trois exemples, et il situe finalement l'importance de la France là-dedans, de se positionner par rapport à ces exemples. Alors, le cas qui va nous intéresser, donc la Russie hein, surtout, est situé dans la Terre. Bon, grande masse continentale évidemment, donc ça ne surprendra personne. Les deux autres sont l'Allemagne et la Chine. Bon, même si la Chine, ça pourrait un petit peu se discuter vu l'importance de la puissance maritime chinoise, enfin en tout cas ce qu'elle souhaite faire pour la suite. Les empires maritimes bon, vont surprendre personne pour les deux premiers sans doute, hein, les États-Unis et le Royaume-Uni, donc historiquement la grande puissance dominante du monde. La troisième, un petit peu plus étonnante, l'Inde. Voilà. Et le ciel, alors le ciel, il faut l'entendre comme d'un point de vue religieux, avec trois puissances majeures, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie, même si la Turquie est censée être un État laïque. Voilà. Donc, je reviendrai peut-être plus généralement là-dessus, mais c'est vrai que je trouvais que cette approche était vraiment intéressante. Et bon, elle porte ses promesses en tout cas. Et bon, moi évidemment, je vais me concentrer plutôt sur le cas russe. Voilà. Alors, bon, finalement, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de diplomates européens, cette guerre, elle était considérée comme impossible parce qu'on était resté coincé dans un anachronisme, c'est-à-dire le monde post-91. C'est-à-dire que voilà, les conflits ne pouvaient pas se régler par le hard power et puis par la guerre. Alors c'est quand même assez incroyable qu'on soit resté scotché là-dessus, hein, euh, sachant que bon, post-91, il y a eu quand même pas mal de conflits. Hein, d'ailleurs dès 91 avec l'invasion du Koweït par l'Irak, hein, entre autres. Hein. Mais c'est vrai qu'on avait ce côté européano-centré qui fait en sorte qu'on pensait que dans notre continent, quand même, c'était pas comme ailleurs.
et que chez nous, la guerre, c'était terminé. D'ailleurs, les budgets de l'armée ont été vraiment diminués jusqu'au-delà du raisonnable, sans doute, hein. On est tombé à 1% du PIB, ce qui est quand même évidemment très très peu. Alors, on le voit aujourd'hui, bah, devant l'évidence de l'invasion ukrainienne, évidemment, il faut un peu revoir nos priorités, et ça a coûté d'ailleurs le poste de certains membres de nos renseignements. Et puis on voit que le monde entier n'est pas choqué forcément par cette guerre. Quand vous regardez cette carte, vous voyez que beaucoup de pays n'ont pas condamné. Alors, en Amérique du Sud par anti-américanisme, hein. En Afrique, bon, influence russe, Wagner, et influence chinoise qui se cumulent. Et puis, bah, justement, la très très grande majorité des pays d'Asie, hein, la Chine évidemment, l'Asie centrale en partie dominée par la Russie qui est en train de basculer côté chinois, mais aussi des pays comme l'Inde, par exemple, hein. Donc, inquiétant pour la suite, hein, on a un monde occidental contre un monde alternatif dominé par la Russie et la Chine pour l'instant. Du coup, point de vue européen, on a perdu notre seul avantage par rapport au monde, c'était le fait d'incarner un îlot de stabilité dans un monde qui était un monde de conflit. Et pour le coup, bah, là, c'est terminé. Voilà. Pourtant, les pays les plus éloignés du front, comme par exemple la France ou l'Allemagne, peinent à voir que bah, ces conflits sont là, voire même peuvent se rapprocher, hein. On peut penser au cas moldave, qui est vraiment un cas intéressant, puisque la Moldavie est coupée en deux et occupée par la Russie au niveau de la Transnistrie, et elle apparaît déjà comme la prochaine cible, hein. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine, finalement, bah, c'est un rempart pour nous, et que plus la guerre sera loin, mieux ce sera pour nous. Euh, une chose que remarque Thomas Gomard qui est intéressante par rapport à notre cas aussi, c'est le cas de Taïwan. Bah, finalement, du point de vue de Pékin, bah, Pékin disait un pays, deux systèmes, et finalement la Russie dit deux pays, un seul peuple. Et quand on y réfléchit bien, bah, finalement c'est à peu près la même chose, hein. Il n'est pas illogique que bah, finalement la Chine, si elle ne soutient pas officiellement la Russie, parce que elle a toujours revendiqué le fait de ne pas soutenir une agression territoriale, bah, le fait que la Russie dise que bah, le peuple slave est un peuple et que finalement la Russie ne fait que retrouver l'ensemble de son pays, bah, c'est quelque chose qui lui parle. Et puis après tout, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, hein. La Russie s'oppose aux États-Unis, qui est le principal opposant à la Chine. Donc, a priori, pas de raison de ne pas soutenir la Russie, si ce n'est officiellement, du moins officieusement en tout cas. Euh, Derrière toutes ces prises d'opposition, il y a une chose qu'on a oubliée, hein, c'est la plus ancienne loi, c'est la loi du plus fort. Et bah, finalement, Taïwan pour la Chine, ou les Pays-Baltes ou la Moldavie pour la Russie, sont des erreurs de l'histoire, sont des anomalies de la carte à corriger, qui finalement doivent rentrer à la maison. Euh, et contrairement à ce que pensait l'Allemagne en se jetant à corps perdu dans le gaz russe, l'économie n'est pas supérieure à l'idéologie en fait. Le soft power s'efface devant le hard power. Et c'est étonnant qu'on ait pu oublier les éléments aussi essentiels de la stratégie, quoi. D'ailleurs, c'est une question qui dépasse la géostratégie, hein. C'est la question aussi aujourd'hui du rapport entre l'économie et le politique, hein. Qui est le plus important, l'économie ou le politique? On a accepté finalement une domination de l'économie sur le politique. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une forme de crispation aussi par rapport à ça. Qui doit dominer l'autre? Est-ce que c'est le politique ou est-ce que c'est l'économique? Bon voilà, je referme cette première parenthèse d'ordre général pour m'intéresser maintenant à l'évolution du front. Euh, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Alors on n'a pas forcément le recul, ça peut être un petit peu compliqué, hein, mais il y a des évolutions. Voilà. Donc notamment au nord, région qui avait été évacuée par les Russes et qui, bon, malgré... Habituellement on a quelques bombardements, et c'est tout. Alors, il y a toujours des bombardements, mais le point nouveau quand même, c'est le retour de l'aviation russe tout au long de la ligne de front, donc y compris au nord.
Et puis la logistique russe qui s'installe le long de la frontière à nouveau, avec notamment un hôpital de campagne qui a été érigé, et puis une concentration de troupes. Euh, donc des signaux faibles mais assez négatifs, et puis le retour aussi de premiers blessés, hein, notamment, comme je vous l'ai noté, hein, le village de Partizanski là, et Vovchansk. Donc, alors, est-ce que c'est de l'intox pour éventuellement euh, finalement déplacer les troupes ukrainiennes? Est-ce que c'est la préparation d'une invasion euh, par Kursk ou par la Biélorussie? Bon, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans les finalement nouvelles qui sont tombées aujourd'hui, notamment avec la visite de Vladimir Poutine au président biélorusse Loukachenko. Voilà. Donc un front nord qui bouge et donc qui finalement inquiète. Voilà. Si on se décale un petit peu à l'est, sur le front de Kharkiv, le retour de missiles S-300, tirés sans doute depuis Belgorod, qui sont arrivés sur Kharkiv. Euh, donc le retour de mauvais souvenirs, évidemment, dans cette zone-là, qui n'a jamais eu complètement la paix non plus, hein, euh, mais qui, effectivement, voit aussi le retour de l'aviation russe, à Ranové et Udi notamment. Donc une intensification, là aussi du front. Ensuite, on passe à Svatové. Alors, du côté de Svatové, je vais changer un petit peu, voilà, ce sera un peu plus simple. On a les attaques, notamment une attaque du côté de Nevsky. Donc Nevsky, c'est ici, tout au sud. Alors ça, c'est la carte de Military Land. Je vous conseille évidemment de lire Military Land, mais aussi les cartes de poulet volant. Voilà, qui a un pseudo qui est rigolo, mais qui est surtout un très bon cartographe, hein. On peut voir aussi une attaque juste à l'ouest de Svatové, alors pas au sud-ouest vers Nevsky, mais au nord-ouest, hein. Donc les positions ukrainiennes qui sont finalement un peu sur le recul. Alors le relief est important aussi, hein. On peut noter qu'entre les deux vallées, ici vous avez donc une route qui est au sommet de la colline, et donc le gain ou le maintien de cette route est essentiel finalement que ce soit aux Russes ou aux Ukrainiens. Donc ça va se jouer ici avec un recul ukrainien plutôt au sud et une avancée plutôt au nord. Donc à voir avec des renforts de troupes qui arrivent aussi assez fréquemment. Beaucoup de bombardements sur la zone, hein, on peut le voir là sur la carte Live View Map. Je vous ai mis la liste de tous les bombardements, mais je ne vais pas les citer parce que j'ai un accent déplorable. Et puis, il y a peu d'intérêt, hein, vous pourrez les lire tranquillement. Euh, et au sud de cette zone, une autre bataille qui est importante, qui est très importante, qui est peut-être le nœud gordien, la clé. Bonjour Henri, au passage. La clé, c'est Kremina, évidemment. Euh, alors, les forces ukrainiennes avaient réussi à s'approcher de Kremina, avaient pris Dibrova, et finalement, depuis une semaine, il y a une contre-offensive russe. Et il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette zone, parce que vous avez l'accumulation de forces qui sont là. Euh, alors là aussi, est-ce que c'est finalement un renforcement pour éviter tout simplement de se retrouver débordé par les forces ukrainiennes, ou est-ce que c'est au contraire finalement la volonté d'une nouvelle vraie offensive? On le saura plus tard, hein, je m'avancerai pas là-dessus. Ensuite, donc, ces attaques sont repoussées, hein, il faudrait que je le précise quand même. Alors oui, on me signale qu'il n'y a pas de son. Ah, ah, ah. Vous avez du son ou pas? Parce que s'il n'y a pas de son, c'est un peu embêtant quand même. Je revérifie. Si a priori, il y a du son. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me signaler dans le chat s'il y a un souci. Je suis un peu novice, donc j'essaye de faire comme je peux à ce niveau-là. Donc, je disais, si on prend la zone, voilà, un petit peu plus... ok, merci de l'info. Si on prend la zone de manière un petit peu plus large,
en fait, on voit qu'on a une vraie question qui se pose là, pour le coup, c'est le maintien de la protection de cette zone-là, Sloviansk-Kramatorsk. C'est vraiment le cœur important de cette zone. Et pour pouvoir protéger ces villes, eh bien, on va avoir plusieurs pôles. On a le pôle qui est ici, un petit peu au nord, hein, donc Nevsky. On a ensuite, là, à côté, bah, les villes que vous connaissez, hein, Severodonetsk, Lysychansk, qui sont protégées pour l'instant par Siversk et Bilorivka. Et puis on a au sud Bakhmut. Et finalement on comprend la bataille de Bakhmut qu'en comprenant finalement cette carte. C'est-à-dire que finalement, alors je vais essayer d'utiliser, hop hop hop, voilà. L'objectif russe est finalement assez simple, hein, c'est toujours le même de toute façon, hein, c'est créer une espèce de pince, une pince qui irait de Nevsky au nord, Liman, et qui partirait ici au nord de Bakhmut pour refermer toute cette zone et enfermer finalement les troupes ukrainiennes. S'ils arrivent à le faire, évidemment, ils arriveraient directement à Sloviansk. De l'autre côté, même tactique à une échelle différente pour enfermer Bakhmut. Et effectivement, bah, s'ils arrivent à faire ça, et je ne pense pas qu'ils y arriveront, pour être honnête, alors là, pour le coup, ils arrivent sur Kramatorsk d'un côté, sur Sloviansk de l'autre, et là, c'est bah, finalement tout le blast qui tombe. Donc il y a un vrai enjeu très important sur cette zone. Ça explique aussi les forces qui sont déployées par l'armée russe. Voilà. Si on resserre un petit peu le plan et qu'on regarde ce qui se passe du côté de Bakhmut, bah, il y a assez peu de gains. Euh, alors ils sont dérisoires, hein. Il y en a eu au sud à Optin la semaine dernière. Il y a une bataille évidemment à l'est. Et puis au nord-ouest, vous avez une bataille. Alors on verra mieux avec la carte de poulet volant. Alors là on a la carte du sud. Je dois plutôt trouver la carte du nord. Voilà. Hop, hop, je vais effacer mes petits traits. Excusez-moi, je bricole en même temps. Hop, hop, ça je vais les décaler parce qu'ils ne servent plus à rien maintenant. Voilà. Et donc si on regarde Bakhmut, là on se rend compte que cette zone-là était indéfendable. Et donc elle est en cours d'évacuation en ce moment. Et bon, évidemment, cet axe-là n'est plus un axe de ravitaillement de Bakhmut. C'est pas le seul, donc c'est pas gravissime en soi. Pour autant, ça reste inquiétant quand même. Donc la priorité pour les forces ukrainiennes, ça va être de consolider la défense ici, mais de pas y chercher à regagner cet axe-là, d'autant que le relief devient plutôt défavorable pour le coup, mais plutôt de garder l'axe d'alimentation et d'évacuation au sud. Force aussi à l'est, avec des tentatives de reconquête pour la première fois depuis longtemps. Donc ça bouge, et ça bouge pour une fois pas que dans le même sens. Voilà. Au sud, eh bien, la grande priorité, c'est cette zone, Ivanevskié. Et effectivement, l'objectif, hein, c'est de protéger Cassiviar qui est là, et de protéger la route d'évacuation qui est encore utilisable ici, la H32. Euh, pour l'instant, Wagner est en échec, malgré énormément de troupes sur le terrain. On va y revenir un petit peu dans les faits détaillés plus tard. Ça chauffe pour eux aussi en ce moment. Voilà. Alors, à part la périphérie nord que vous avez ici, qui a été envahie par Wagner, donc finalement c'est un échec sur l'ensemble du front pour l'instant, et c'est tant mieux. Avec des images terribles que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais il y a des images d'assaut de tranchées qui sont absolument effroyables. Là aussi, à noter l'intervention maintenant de l'aviation russe, ce qui est assez nouveau, et des bombardements sur à peu près toute la ligne de front. Voilà. Alors continuons la lutte. Si on passe à Donetsk maintenant, donc un petit peu plus au sud,
On voit des attaques un petit peu partout, mais qui se concentrent finalement en 3 points qu'on va voir, hein. Là aussi, spoil, toutes les attaques ont été repoussées, donc l'armée ukrainienne tient, elle résiste, et c'est tant mieux. Voilà. Alors, si on s'intéresse à Advivka, donc au nord de Donetsk, vous avez là aussi, hein, vous allez me dire que je suis un accro à la tenaille, mais c'est exactement ça, hein, cette volonté russe là de refermer autour d'Advivka. Bon, ça fait longtemps qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas, tant mieux. Voilà. Si on se concentre un petit peu plus sur la ville, bah, on se rend compte que là, pour la première fois, il y a des frappes aériennes qui ont été faites là aussi, notamment vers Kamianka. Donc ça montre une progression aussi des attaques. À l'ouest, débordement de Marinka ici au nord. Alors, la ville n'est pas tombée, hein, mais la situation va commencer à être difficile, d'autant que cette zone-là n'est pas renforcée. Alors il y a un deuxième front derrière, hein, ici, mais c'est vrai que ça peut être inquiétant. Là aussi, nouveauté, des frappes aériennes. Frappes aériennes à Novomikhaïlivka, pardon. Euh, bon, alors, ces frappes, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que je suppose que les forces russes veulent réutiliser en ce moment l'aviation, peut-être avant le retour de l'aviation occidentale, quoi. Et à voir aussi si les forces ukrainiennes seront capables finalement de faire ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire être capables d'abattre l'aviation russe. Bon, les Ukrainiens ne sont pas prêts d'avoir des avions en ce moment. Il faudra du temps, il faudra de la formation. Et le matériel n'est pas acquis, hein, même si pourtant il y a pas mal de F-16 en stock qui seraient bien utiles ici. Continuons, si on passe au sud-ouest de Donetsk, là on tombe sur une catastrophe absolue, hein, pour les Russes, hein. C'est le front de Vuhledar. Vuhledar, ça a été une période 500 morts par jour, c'est juste hallucinant. Et bah, il continue. Il continue le côté rouleau compresseur. Euh, Quand on est dans un pays démocratique, on a du mal à réaliser que ce soit possible en fait. Mais les règles du jeu sont différentes pour la Russie, hein, et donc ils continueront à attaquer Vuhledar tant qu'ils peuvent le faire, avec des troupes d'élite. Donc il y a un gâchis qui est considérable, hein, et là, les derniers bombardements ont montré que finalement, non seulement ils n'ont pas pris de terrain, mais ils ont même reculé en partie, quoi. Sur le front de Zaporizhia, ça peut paraître calme, mais en fait pas tant que ça. Il n'y a pas d'attaque, mais il y a des bombardements sur à peu près toute la ligne de front. Et effectivement, bon, à voir, c'est peut-être un point faible russe. Ça permettrait de couper les deux fronts, celui du Donbass et celui de la Crimée du sud de Kherson. On a beaucoup parié sur une attaque possible des forces ukrainiennes, on ne l'a jamais vu, donc à voir. La bonne nouvelle dans le coin, c'est la libération d'Ukrainiens, hein. 100 militaires ukrainiens qui ont été échangés avec des prisonniers russes, en espérant pour les prisonniers russes qu'ils ne subiront pas la technique de torture, enfin, vous avez dû le voir, hein, la tête contre une brique et puis se faire fracasser la tête au marteau. Bon, voilà. Euh, le fait d'avoir des militaires ukrainiens qui retrouvent la liberté, par nature, c'est une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, par contre, c'est l'explosion signalée près d'Enerodar, donc juste à côté de la centrale nucléaire. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'explosion de ce côté-là. Euh, bon, on peut supposer que les forces ukrainiennes ont visé une cible. Bon, à voir pour la suite ce que ça va donner. Sur le front de Kherson, là aussi pas d'attaque. Donc
là aussi, ça n'est pas calme, puisque vous avez pas mal de bombardements, notamment le retour de bombardements derrière la ligne de front par les forces ukrainiennes, notamment dans la région d'Armiansk ici. Donc peut-être là aussi, on peut y voir ce qu'on a envie d'y voir, hein, mais ça peut peut-être aussi être la préparation d'une offensive, ou en tout cas le fait de viser des dépôts d'armes russes. Bon, les Russes ne se gênent pas pour bombarder de leur côté aussi, hein. Vous avez toute la ligne de front qui est touchée. Là aussi, je vous passe les villes. Dernière partie du front, la Moldavie, où des débris d'un missile ont à nouveau été trouvés à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Je suis très inquiet pour la Moldavie, entre les tentatives de coup d'État, la Transnistrie, le pont de Zatoka qui a été bombardé récemment dans le sud de l'Ukraine. Y a un vrai enjeu de ce côté-là. Euh, j'ai le rêve que l'Union européenne se réveille un jour et puis dise intégrons la Moldavie maintenant pour la protéger. Bon, c'est un rêve qui est illusoire, hein, a priori, mais effectivement, tant que la Moldavie sera pas intégrée, elle sera en danger. L'Ukraine n'aurait jamais été attaquée si elle avait fait partie de l'Union européenne. On le sait maintenant, pourtant, on ne change pas de comportement. La Moldavie, de mémoire, c'est 5 millions d'habitants, comparé aux près de 500 millions de l'Union européenne, c'est absolument ridicule. Et on pourrait économiquement intégrer ce pays sans aucune difficulté. Bon. Alors maintenant, on va passer au dernier point, c'est les infos. Alors je vous les livre brutes, comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Euh, mais c'est vrai que Prigogine et ses déclarations m'intéressent particulièrement. Alors, bon, vous voyez, hein, les progrès vont pas aussi vite que nous le souhaiterions. Bakhmut aurait pu être prise avant 2023 s'il n'y avait pas cette monstrueuse bureaucratie militaire qui nous met des bâtons dans les roues. Donc Prigogine est de plus en plus incisif, hein, il attaque de plus en plus directement le Kremlin. Le Kremlin, en échange, tarde à donner des munitions. Euh, Si on était un peu vicieux, on pourrait penser que bah, finalement, peut-être que le Kremlin va lâcher Prigogine, ou peut-être que Prigogine a pris la grosse tête et se voit en successeur de Poutine. Poutine qui est pas éternel, hein. Euh, Prigogine a la cote quand même auprès des Russes parce qu'il est vu comme quelqu'un qui se bat, qui fait l'effort. Et puis l'État, l'administration a assez peu la cote d'habitude, hein. Donc bon, un danger peut-être pour lui. Alors je le conseillerais quand même de se méfier un petit peu, hein, parce que vous l'avez sans doute vu hier, Marina Yankina a été retrouvée au pied de son immeuble. C'est un suicide de plus. Alors je ne les compte plus hein, maintenant, hein, mais voilà. Alors, haute fonctionnaire à la tête du département financier du ministère de la Défense. Bon, tirez-en les conclusions que vous voulez, mais c'est une de plus qui passera pas l'année et qui saute par la fenêtre. Voilà. Technique très très utilisée quand même, hein. Dans les autres infos du jour, la visite de Loukachenko à Moscou. Alors, on revient à la normalité, hein. Quand Poutine va à Minsk, c'est vraiment l'exception. Là, pour le coup, c'est plutôt l'inverse. Je suppose que Loukachenko va avoir des déclarations un peu plus agressives ce soir pour donner des gages à Poutine, hein. Il est complètement dépendant de Poutine depuis la révolte de 2020 où il a eu besoin finalement des forces russes pour sauver sa peau. Sa position est intenable, pourtant il tient quand même. Il arrive à ne pas faire la guerre. Jusqu'à quand? Euh, la Biélorussie est censée être absorbée par la Russie après la mort de Loukachenko. Euh, je ne serais pas surpris qu'un jour Poutine veuille avoir une victoire facile et annexe directement la Biélorussie, histoire d'avoir un territoire de plus. Alors pour autant, le fait d'avoir la Biélorussie comme espèce de porte-avions statique géant, c'est pas mal non plus, puisque l'Ukraine ne peut pas répliquer. Sinon, elle sera finalement
on lui mettra sur le dos le fait d'étendre le conflit. Donc c'est un équilibre incroyable, fragile et presque insupportable, mais pour l'instant qui tient encore. Alors, je voulais revenir aussi un petit peu là-dessus, sur Nord Stream, parce que quand Nord Stream avait explosé, j'avais supputé que c'était probablement les États-Unis qui avaient fait exploser Nord Stream. Qu'est-ce que j'avais pris quand j'avais dit ça? Euh, je pense que c'est important qu'on soit pas aveugle non plus. Il y a la propagande dans les deux camps, c'est normal, on est en pleine guerre. Les Russes n'avaient aucun intérêt à détruire des outils de production qui sont à plus de 10 milliards de pièces chacun. Elle n'avait aucun intérêt à se priver d'export de gaz. Les États-Unis, eux, avaient annoncé que bah, ils le feraient en cas de conflit. C'est logique qu'ils n'en fassent pas de pub non plus, hein. Et le sujet est monté en épingle suite à cet article, dont on a assez peu parlé de Seymour Hersh, qui, lui, accuse directement les États-Unis. Alors, en conséquence, la Chine demande une explication, la Russie convoque une réunion au Conseil de sécurité le 22 février, à voir si les États-Unis vont continuer à ne pas répondre ou, euh, ou s'ils vont avouer. Ils n'ont aucun intérêt à avouer, euh, donc a priori il n'y a pas de raison que ça change non plus. Pour autant, c'est important qu'on garde notre esprit critique, je pense. Voilà. Dans les autres nouvelles du jour, qui est un peu en lien, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Ukraine quand même, c'est la déclaration d'Anthony Blinken, comme quoi la Crimée serait une ligne rouge pour Vladimir Poutine, qui pourrait conduire à une réponse plus large, donc à une guerre totale de la Russie peut-être. Ça me paraît être une manière de dire aux Ukrainiens que la reprise de la Crimée devrait ne pas avoir lieu. Et c'est pas une bonne nouvelle, parce que du point de vue des Ukrainiens, il n'y a pas de débat. Et du point de vue russe, ce serait légitimer la force finalement, puisque c'est comme ça qu'a été repris la Crimée. Donc c'est un signal qui est quand même inquiétant. Côté français, il se passe des choses aussi. Première livraison d'AMX-10 RC hier. Alors on ne sait pas si les 14 sont arrivés, hein, mais c'est toujours une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Et puis la visite, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, enfin pas la visite, pardon, la rencontre avec son homologue hongrois. Euh, alors la Hongrie joue elle aussi un double jeu, hein, comme la Serbie notamment, et elle alterne entre les visites en Russie et les visites chez les pays de l'Ouest. Euh, bon, il faut bien avoir en tête que la Hongrie est un tout petit pays et un ancien grand empire qui, d'une certaine manière, rêve quand même de retrouver sa place en Europe centrale. Et donc effectivement, il y a une certaine fascination pour le fait que Poutine ose le faire. Pour autant, la Hongrie aujourd'hui est pleinement dans l'Union européenne et ne peut clairement pas se passer de l'aide de l'Union européenne non plus. Mais peut-être que l'Union européenne gagnerait à demander vraiment nettement à ces pays de se situer vraiment politiquement. L'OTAN aussi est vraiment sur le front en ce moment, et notamment Stoltenberg, son secrétaire général. Euh, L'adhésion de la Finlande et de la Finlande est bien partie, la Suède beaucoup moins à cause de la Turquie. On devrait avoir une décision d'ici cet été, avec sans doute l'intégration de la Finlande, détacher l'intégration de la Suède. Reste à savoir si Ankara va pouvoir effectuer ce chantage perpétuellement, quoi. Stoltenberg qui prévient aussi que le conflit sera long et qu'il faut préparer à plusieurs années de guerre. Voilà. Enfin, dans les dernières infos, la rencontre aussi entre la Pologne et le Royaume-Uni, euh, avec des déclarations d'accélération de l'aide, deux pays très impliqués, très en avance, très clairs dans leurs choix, contrairement à d'autres, comme l'Allemagne par exemple, et qui, quand l'Ukraine sera libre,
bah, finalement laisseront une trace positive. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit complètement notre choix, enfin notre place de notre côté. Un virage géopolitique très intéressant qui m'a beaucoup surpris. Alors la politique israélienne, c'est vraiment quelque chose de très particulier, hein. Donc là, j'ai perçu mes lacunes sur le sujet, hein. En théorie, le gouvernement d'extrême droite israélien aurait dû se rapprocher de la Russie et s'éloigner de l'Ukraine. Et ils ont fait à peu près, enfin complètement l'inverse. Alors tant mieux, tant mieux pour l'Ukraine surtout, d'autant que Israël a beaucoup de matériel et a beaucoup de capacités à exporter. C'était très important que Israël bascule du bon côté, c'est le cas. Alors il y a peut-être des particularités de la politique intérieure israélienne qui m'ont échappé, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'Ukraine. Et je terminerai rapidement par une petite pensée à Pete Reed, qui a été tué à Bakhmut. Il y a cette vidéo qui a été diffusée un petit peu partout, alors je vous la diffuserai pas, je mets que l'image à arrêter, bah, qui montre les circonstances de son décès. Alors bon, je suis pas enquêteur, mais c'est vrai que ça paraissait assez clair que c'était une action humanitaire, hein. Vous voyez le logo de la Croix-Rouge juste devant. Pour autant, ça n'a pas empêché l'armée russe de tirer. Alors, erreur de tir ou crime de guerre, chacun se fera son idée. Et puis, on aura sans doute une enquête à la fin du conflit là-dessus. Il y a déjà des dizaines de milliers de crimes de guerre, un de plus peut-être. Voilà. Mais je voulais avoir une petite pensée pour Pete Reed avant de terminer ce premier live Twitch. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. J'attends vos critiques avec impatience. N'hésitez pas, je vais poster cette vidéo sans doute sur YouTube après si c'est possible. Et puis bah voilà, à voir si ce format vous plaît, s'il est utile ou s'il continue. Bon, en tout cas, un grand merci pour votre attention. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.